Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis vraiment très heureuse de passer ce moment avec Mika. D'abord, Mika, c'est un ami de très longue date. Et C'est puis, vrai? même si on ne se voit pas beaucoup, on a une connexion qui est très forte. On a fait des voyages ensemble. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses en termes de yoga, en termes de musique. J'écoute toujours les mêmes musiques avec lui en tête. Et puis, je vais vous laisser le découvrir petit à petit si vous ne le connaissez pas, parce que c'est quelqu'un qui est très haut dans mon cœur et dans mon estime. Et je pense que vous avez tout à fait intérêt à le découvrir. Voilà, bienvenue Mika. Bah, écoute, merci Raluca. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé en Mongolie, de l'autre côté. C'était vraiment super. Donc, tu veux que je me présente un petit peu par rapport au yoga. Je m'appelle Mika, Mika de Brito. Mika, c'est un diminutif. Souvent, quelquefois, on me demande, mais Mika, c'est ton vrai prénom? Puis je me dis, alors puis quelquefois, c'est quelqu'un qui s'appelle Véro qui me dit ça. Puis je dis, bah oui, mais toi, Véro, c'est ton vrai prénom aussi? Non, c'est un diminutif. C'est Michael, en fait. Mika, Michael. Mais donc, voilà, ça fait 25 ans que je fais du yoga. J'ai commencé avec Baptiste Marceau, qui était l'un des premiers à faire de l'ashtanga il y a 25 ans en France, en fait. Il y avait très peu de monde. Et puis moi, j'étais un petit gavroche à cette époque. Je traînais mes savates dans les rues de Paris. Et puis lui revenait en France et il vivait chez son père, qui est Marcel Marceau. Et du coup, il m'a hébergé là-bas. Et ce qui fait que je jouais aux échecs le soir avec Marcel et on faisait le yoga le matin avec Baptiste. C'était plutôt merveilleux. Quelques années plus tard, j'avais 25 ans. Et là, j'ai rencontré Arun, un maître de yoga indien, qui lui venait de l'Himalaya. Là, c'était beaucoup plus austère. Baptiste était plutôt un hippie qui travaillait avec discipline, c'est vrai, mais une fois qu'on avait fait notre travail, on était tranquille après pour la journée. Arun, c'était un swami. Il venait d'un ordre monastique et puis d'une lignée de maîtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Si bien que grâce à lui, j'ai pu me retrouver dans une grotte en Inde, à Gangotri. J'ai pu y rester. Et voilà, aujourd'hui, il est plus de ce monde, il est parti, Arun, mais j'ai une pensée pour lui. Et puis après, j'ai été invité aux États-Unis par David Life et Sharon Gannon, voilà, qui m'ont offert leur formation. Parce que, venant d'un monde où j'étais un gavroche, j'avais pas l'idée de mettre de l'argent dans le yoga, ni nulle part ailleurs, parce qu'il fallait l'avoir d'abord. Et donc, du coup, ils ont été suffisamment adorables pour m'inviter. Voilà. Donc ça a été mes professeurs un petit peu. Ah oui, mais c'est génial parce que tu as un parcours qui est hors du commun. Et pour les gens qui nous écoutent, peut-être il faut partager un tout petit peu comment nous, on s'est connus et pourquoi toi. Moi, j'avais la pratique du yoga un peu à l'indienne parce qu'il se trouve que j'ai un de mes meilleurs amis qui est aussi prof de yoga à Dubaï et que pendant longtemps, enfin, j'ai appris avec lui, j'ai pratiqué avec lui. Et quand je suis revenue en France, je ne sais pas, en 2009, 2010 par là, j'avais du mal à trouver un cours de yoga qui me convient, notamment sur Paris où on a beaucoup de cours de yoga et c'est pas forcément ce qui résonnait le plus avec moi. Et j'habitais juste à côté d'une école de danse rue de Clichy et j'adorais cette école pour plein de raisons. Il y avait plein de cours qui me plaisaient. Et un soir, parce qu'à ce moment-là, tu faisais les cours du soir, je suis venue, on n'était pas nombreux et il y avait quelque chose d'assez incroyable parce que dans cette école-là, peut-être parce que c'est une école qui a de l'âme aussi, il y a une sorte de vibration qui est différente. Et toi, et on va découvrir ça peut-être un peu ensemble au cours de cette petite interview, tu es un musicien avant tout. Et tes cours de yoga, au-delà des postures, au-delà voilà, de l'effort physique, au-delà de ce silence qu'on a en nous-mêmes, est accompagné de musique qui est différente, qui vient un peu d'un autre monde, qu'on ne connaît pas, qu'on ne regarde pas forcément à la télé et tout ça. Et j'ai été conquis. Je suis tombée en amour, comme disent les Canadiens, Les ce Québécois. soir-là. Et depuis, voilà, j'avais fait au maximum des cours possibles. Et puis, on s'est approchés, on est devenus amis. Voilà, c'était très difficile. Et même aujourd'hui, je trouve que c'est très difficile de trouver un vrai bon prof de yoga.
encore plus sur Paris, je trouve, malgré, on va dire, l'inflation de profs de yoga aujourd'hui. Ben, merci. Qu'est-ce Alors, qu'est-ce qui fait d'après toi qu'un profil est bon, on va dire? bon, alors après, je pense qu'il y a aussi plusieurs choses. Il y a l'enseignement, c'est d'abord une communication. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. Il faut que les deux soient compatibles. C'est exactement comme avec des talkie-walkie. Il faut la même marque. Enfin, alors là, nous, on n'est pas obligé d'être la même marque, mais il faut au moins qu'on soit compatible. Euh, après, quelquefois, par exemple, il y a des professeurs qui sont très. Je vais prendre le truc à l'inverse plutôt. J'ai vu des professeurs que moi, je ne trouvais pas spécialement, mais ils avaient beaucoup d'élèves qui les suivaient. Peut-être qu'ils ont un langage commun, ils se retrouvent quelque part. J'ai même vu des professeurs, des dépressifs, en les connaissant moi. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas debout dans leur vie de tous les jours. Mais il y a quelque chose qui fait que, je ne sais pas, il y a une plateforme où ils arrivent à se retrouver avec leurs élèves, leurs trucs comme ça. Donc je me dis, c'est comme dans les couples. Chacun a sa chacune et chacune a son chacun. Et quelquefois, chacun a son chacun et chacune a sa chacune. Tout à Il y a fait. pas... Voilà. Mais c'est juste pour dire, je pense que, alors d'abord, enfin, ce qui fait un bon professeur, en fait, c'est que cette communication-là soit fluide, en fait, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Après, je pense aussi, alors pour mon... Comment dire je pense qu'en fait aussi, j'essaye de ne pas être trop verbal. Donc là, je le suis pour discuter, parce qu'il le faut bien, ou alors on pourrait faire le langage des signes, mais ça resterait toujours... Mais pour laisser la place aux gens, tout le temps. Aussi une chose, c'est-à-dire que je me fiche de savoir si les gens arrivent à faire la posture ou pas. Ce qui, moi, m'importe, c'est l'implication qu'ils mettent dans leur exercice. Et moi-même, par exemple, j'ai jamais aimé la compétition. Dès qu'on me dit, allez, on fait la course, sauf si c'est pour rigoler. Sinon, si on le prend, si la personne que j'ai en face de moi le prend très au sérieux, je me dis que c'est quelqu'un qui est pas bien. Mm. Il y a un truc. Et du coup bah, avec mes élèves, je laisse la place à tout le monde et je laisse le temps. Tu fais ce que tu peux et ce que tu veux. Et je rajoute souvent, la plupart du temps, quelquefois, il faut retenir que quelquefois, ce que l'on veut n'est pas ce que l'on peut. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Mais pardon, en gros, voilà, ce qui fait un bon professeur pour moi, je crois, c'est quand cette base, elle est établie, cette relation entre le professeur et l'élève. Après aussi, il y a, avant d'être un bon professeur, il faut être un professeur. Mm. Et qu'est-ce qui fait un professeur? Comme dit un de mes profs aussi, Danny Paradise, il dit, en fait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, ce qui fait de toi, de nous, un professeur, c'est lorsque quelqu'un te demande et te dit, est-ce que tu peux me montrer? Et ça peut être ta cousine, ton cousin, ton père, ta mère, tes petits frères, j'en sais rien. Et puis à ce moment-là, tu dis, bah oui, regarde, tiens, mets le pied ici, mets la main. Ça y est, t'es professeur. Voilà, point. Après, il y a des gens qui ont une pédagogie. Mais ça, après, je dirais aussi, la seule chose qui parle aussi et qui donne la qualité, c'est le temps. Nous, on peut tweeter, on peut faire des choses, mais la vraie chose qui parle, c'est le temps. C'est tout. Mm. Et ben, c'est pas pour rien que tu fais ça depuis 25 ans, hein. C'est ça. C'est ça aussi qui fait de toi un excellent professeur. Mais comme tu dis, il y a un peu plus que ça. Et je pense que ce qui te différencie par rapport à d'autres personnes que j'ai vues dans ce type de, on va dire, profession à Paris ou en France en général, c'est le fait que tu es celui que tu es là. Tu es le même en classe, tu es le même quand on fait la fête, tu es le même quand on part en voyage. C'est exactement cette personne-là. Et je pense que cette sincérité-là, au-delà de ta technique, parce qu'en effet, cela, elle est indiscutable. Et comme tu dis, il y a d'autres personnes qui peuvent la trouver hein, du point de vue technique, quoique même là, c'est debatable. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette sincérité et cette relation que tu as en effet avec chaque individu. Et je pense que les gens, ils sont à la recherche aujourd'hui d'une expérience en plus d'un cours de yoga, une expérience avec soi-même, une expérience avec les autres. Je me rappelle les cours de samedi matin où on était tellement nombreux qu'on ne pouvait même pas respirer, tapis à côté, enfin, je ne sais pas comment on était dans une salle, et il y avait cette vibration-là sur laquelle tu insistais, sur le fait de respirer en même temps, sur l'effet d'essayer en même temps. Il y avait cette énergie-là et je pense que les gens venaient aussi pour ça.
Alors, il faut savoir que ce cours dont tu parles, en fait, c'est le cours de midi. Maintenant, il est passé à midi 30. Il a été à midi 45 pendant plus de 20 ans. Là, il est à midi 30 et ça fait effectivement, ça fait 24 ans que je donne ce cours. Et donc, c'est d'ailleurs, je remercie au passage Rick Adams, qui à l'époque, j'avais quoi, 18 ans, un truc comme ça, qui m'a laissé une petite salle toute pourrie là-haut, en me disant, le yoga, de toute façon, c'est la merde. Et, et puis, mais il m'a fait confiance. Et puis, c'était à une époque aussi, donc où il n'y avait pas beaucoup de centres de yoga ouverts, très peu. On était 5 en gros sur Paris, quoi. Puis moi, j'étais encore un gamin. Et puis surtout, ce que j'aimais, et l'ambiance dont tu parlais par rapport à cet endroit tout à l'heure, c'est que la particularité, c'est que c'est une école de danse. Mm. Et justement, moi, c'est ce qui m'ennuie dans quelquefois les salles de yoga conventionnelles, c'est par exemple tout le rituel qu'il y a autour. On rentre et tout de suite, pour montrer qu'on respecte les gens et qu'on a du respect, alors il faut parler doucement, il faut montrer l'humilité dans ses yeux, donc faire l'humble. Donc à chaque fois, ça me fait penser à Louis de Funès. Oh, oh, oh. Et bon, et moi j'ai envie de dire, bah, viens là, allez, mets ta tête, pleure un coup, il n'y a pas de problème. Et ce que j'aime avec l'école de danse, en fait, c'est que ça me faisait penser à, il y avait une série dans les années 80 qui s'appelait Fame, Mhm. tu sais, avec Leroy et tout ça, tu vois. Et ben j'aime cette ambiance parce que c'est un bazar, c'est un bordel génial. Il y a les danseurs qui sortent des cours, ça sent la transpiration, les gens ils ouvrent la porte, ils font oh pardon. Et ils arrivent en retard, je sais pas si tu te souviens, tout le monde arrive quand il veut, il me regarde en faisant je suis désolé. Et moi je fais non, non, vas-y, vas-y, pas de problème, il n'y a pas de problème. Et du coup, tout le monde se sent à l'aise. Et puis surtout, personne se regarde, personne. Il y a à la fois, je me rappelle, il y avait les danseurs, les danseuses comment ça s'appelle, le Moulin Rouge. Mhm. Il y avait donc à la fois enfin voilà quoi, les citoyens lambda, les gens. Il y avait de tout, il y a de tout dans cette classe. Et il y a un côté populaire que j'aime bien, un côté où il y a tout le monde quoi. Tu peux avoir la marquise de machin à côté de ton garagiste. Ça, c'est génial quoi. Et si je devais monter un centre, j'aimerais qu'il y ait cette ambiance en fait. Et pas du tout quelque chose de. En fait, je dois avouer une chose, c'est que par rapport à tout le mouvement du yoga qu'il y a aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le bien-être. Et moi, ça m'a jamais intéressé le bien-être. Pour moi, le bien-être, c'est pour des gens qui vont pas bien. C'est ça. Voilà. Bon, ouais, tu as raison. C'est exactement ça. Et je pense que les gens qui sont bien, en effet, ils s'attirent quelque part. Ils viennent parce qu'il y a une énergie qui est dégagée et puis ils sont attirés par ça. Et j'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu de ta définition du bonheur parce que pour ceux qui te connaissent, tu es là toujours avec ton sourire, il y a toujours un peu de musique au fond, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est bien, qu'on parle ou qu'on ne parle pas, qu'on est dans le silence. Et j'aimerais bien t'écouter un peu parler du bonheur. Ok. Euh, alors, comment dire. Alors d'abord une chose. Donc comment dire. Le bonheur, on le recherche évidemment, mais je veux dire pour moi en fait, c'est pas que je me fiche du bonheur évidemment. En fait, j'aime l'harmonie. Et tu parlais de la sincérité tout à l'heure. Ce qui me rend heureux, en fait, c'est justement que j'ai aucune pression sur moi. J'ai jamais eu de patron de ma vie. Et quand j'ai eu des gens qui pensaient être mon patron, je leur ai dit, écoute, regarde ma petite patte, serre-la pas trop fort, gentiment, mais au revoir, quoi. Merci, au revoir. Ce qui fait que, comme tu l'as vu, j'arrive devant les gens. Quelquefois, j'arrive, je me suis réveillé, je sais pas, moi, 15 minutes avant mon cours, j'ai couru, je suis arrivé 5 minutes en retard. Je m'excuse même pas, j'arrive et je fais bon alors vous êtes pas échauffé. et puis quelquefois je peux venir avec ma mauvaise humeur, mon ceci, mais à chaque fois dans le cours, c'est la magie du cours, c'est que ça change et on est ensemble et personne n'est là. Déjà moi, je ne juge personne. Quelqu'un arrive de mauvaise humeur, il me parle mal, je lui réponds gentiment en souriant. Et là, tout de suite, la personne se rend compte de ce qu'elle est en train de faire. Elle me fait, oh, je suis désolé, t'inquiète, c'est bon, vas-y, dis-moi quoi. Et tout de suite, c'est effacé. Du coup, on n'essaye pas de coller et de montrer aux autres qu'on est heureux. Non, moi, mon bonheur, c'est pas d'être fort, moi, tout seul, et d'être heureux tous les jours. Mon bonheur à moi, c'est d'avoir construit une communauté de gens bienveillants.
qui savent qu'il y a des jours avec la pluie et des jours avec le soleil, qui savent que le soleil, ce n'est pas le bonheur, parce que tu peux brûler au soleil, qui savent que la pluie, ce n'est pas le malheur, ça donne la vie aussi, ça participe à tout ça. Et le mot yoga, c'est un mot qui définit, qui marque en fait la compréhension de l'interdépendance des choses. Quand on commence à comprendre tout ça, et quand on est un yogi, ça veut dire, ou une yogini, c'est quelqu'un qui a une vision de cet ensemble et qui s'inscrit dans cet ensemble. Du coup, les yogis ne croient pas en l'écologie. L'écologie, c'est l'environnement de l'être humain pour quelqu'un qui se croit au centre de tout ça. Non, nous, on fait partie de la nature. On a compris qu'on en faisait totalement partie. Donc du coup, ça donne un recul par rapport aux choses, ça donne une tranquillité, on n'a pas la pression, on n'a pas besoin d'un... Par exemple, voilà, je n'ai pas besoin de montrer aux autres que je suis spirituel et que je suis heureux en permanence avec cette tête comme ça. Non, je peux arriver, faire... voilà. Mais au moins, dans la durée, il y a quelque chose qui est installé, quelque chose qui est fort. Par exemple, aujourd'hui, j'ai du mal, quelquefois, et aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus difficile, parce qu'avec beaucoup de gens qui viennent du bien-être, justement, ils ne comprennent pas tout ça. Et du coup, c'est très dur alors j'allais dire, de les éduquer. Je n'ai pas la prétention je veux dire, je suis un tout petit humain, je ne suis pas un grand scientifique, je suis pas... Mais il y a des choses que je n'ai pas compris par les études, mais qui sont un cadeau, qui sont dans mon corps, dans mon sang, dans ma chair. Et ça, je le porte en moi. C'est une tranquillité, en tout cas. Oui, et tu la transmets très très bien. Et je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de t'entendre parler, parce que c'est vrai que tu parles pas forcément beaucoup. Quand tu as un cours, tu donnes les indications, il y a toujours cette musique derrière. Alors, Euh, excuse-moi, mais- est-ce que je peux te couper juste là-dessus? Je voulais juste rajouter une chose, c'est par rapport à la musique. Euh, alors, par exemple, quand j'étais dans ma grotte, je suis dans le silence. Je fais mon yoga aussi dans le silence et je donne des cours très doux et tout ça. J'ai même été l'un des premiers à avoir fait les cours de yoga à Paris avec les massages au didgeridoo, toutes ces choses-là. Mais je suis vachement plus connu pour les cours avec cette musique. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à le faire il y a 24 ans, tout le monde est arrivé sur moi en me disant mais t'es fou, non, c'est pas authentique, c'est pas voilà. Et puis en même temps, je me disais, je m'adresse à des gens qui viennent pendant 1 heure et demie. C'est pas des gens qui, comme moi, ont mis toute leur vie, tout leur quotidien à faire des pratiques ou des choses comme ça. Ils viennent de 10 h à 11 h 30, de 18 h à 19 h 30, peu importe. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut faire travailler la méditation à des gens par le corps, comme ça, très, très vite, et en leur donnant une expérience physique, quoi, en fait, une expérience, c'est-à-dire trouver la méditation à travers quelque chose qu'on a fait. Mais je me dis, je ne vais pas leur parler pendant 1 heure et demie. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive et qui me fait alors maintenant, vous ressentez l'état de méditation. La méditation, c'est effectivement. Et là, je me dis, mais il est fou. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vu que ces gens-là, tous ces gens ont un cerveau qui est tout le temps occupé, on est tout le temps occupé, je ne vais pas leur laisser l'espace. On va aller très vite, on va enchaîner. Paf, paf, allez, monte, descends, et je te parle, et je te donne des indications, et je mets la musique plus fort. Quelquefois, il y a des gens qui font excusez-moi, j'entends rien. Alors je mets la musique encore plus fort et je dis quoi, j'entends rien ce que tu dis. Allez, go, 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 go. Et c'est presque traumatisant pour les gens qui viennent du bien-être et tout ça, mais c'est plus que moi j'ai connu à l'indienne, on va dire. On y va, quoi. On discute pas et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime chez les militaires, c'est qu'il y a un côté où on y va, quoi. Et c'est rajouter ce côté, cette discipline et le fait de faire taire ce qui se passe dans le cerveau. Et à un moment donné, à force d'avoir bougé très vite et d'avoir mis plein d'informations de tous les côtés, évidemment, personne ne peut prendre toutes ces informations d'un coup. Moi, je le sais. Eux, ils ne le savent pas. Ils sont submergés par cette expérience. Et d'un coup, je fais hop, stop. On arrête ici, fixe un point dans l'espace. Garde ce point, on ne bouge plus les yeux. Si les yeux ne bougent pas, l'esprit ne bougera plus. Et si l'esprit ne bouge pas, la méditation vient à nous. Et là, à ce moment-là, je peux te jurer que tu vois devant toi 40, 50, 100, 200 personnes. Tu as tout le monde qui est fou. J'ai fait des centaines de cours. Et j'ai jamais réussi à retrouver ça avec quelqu'un qui te disait tout le temps ce que tu dois. Non, il faut donner cet état, il faut lancer un mouvement, se servir de l'inertie du mouvement, tout arrêter. Et là, on voit les gens qui le vivent naturellement. Et du coup, la méditation, pour moi, là, ok, elle va durer qu'1 minute.
mais on sait que c'est au-delà du temps et de l'espace. Et 7 minutes, je préfère une minute entière de méditation véritable plutôt que de voir quelqu'un pendant 10 heures avec un cerveau agité qui cherche, qui ne sait pas trop où il va. C'est vrai qu'il a fait 10 heures, mais comme on dit, si on met, comment dire, je vais retrouver ma phrase plus tard. Oui, non, mais c'est ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est pas pour leur faire peur, mais tout ça, à la fin d'une heure de yoga intense avec toi, on est à nage, on peut vraiment essorer nos t-shirts, nos pantalons, etc. On est complètement à nage. On sent que le corps, il a vraiment travaillé. Il a tellement travaillé qu'en effet, la tête, elle n'a pas le temps de réfléchir à pourquoi on est là et tout ça. Et donc, tout d'un coup, il y a une sorte de silence qui s'installe parce qu'on est allongé. On est dans la position la plus importante du yoga, on est allongé et on ferme nos yeux. Et tout d'un coup, la méditation vient à toi, même si tu t'y attendais pas. Et en fait, j'aime bien parce que toi, tu es un des rares qui parle de la méditation de cette manière-là, qui parle du but du yoga qui t'amène justement à cette forme de méditation. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus. L'autre jour, on discutait de la partie rêve et ce qu'on associe entre le rêve et la méditation. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ça, parce que tu as une pratique de la méditation qui est quand même un peu différente de ce qu'on appelle la méditation guidée qu'on suit beaucoup aujourd'hui sur Internet. Après aussi, par rapport à ça, je n'ai pas la prétention d'être mieux ou moins bien qu'un autre. Par contre, j'ai ma particularité. Tout comme j'ai mon visage, j'ai mon timbre de voix, j'ai une empreinte. Ça, c'est sûr. J'ai eu des professeurs, mais je ne fais même pas ce que eux m'ont appris réellement. Mais j'ai des professeurs. Euh, Après, juste avant de parler du rêve, de la relation avec le rêve et pourquoi j'utilise l'image avec le rêve, juste une chose, pour moi, en fait, yoga et méditation, c'est-à-dire la méditation, c'est un outil du yoga. Ce n'est pas le yoga qui nous fait méditer, parce que nous, ce qu'on appelle yoga, c'est en réalité la gymnastique yogique. Sauf que yoga, c'est un corpus théorique, un corpus où il y a plein de choses en fait dedans. Dans le yoga, donc c'est une façon de voir l'interdépendance de tout. Comment est-ce qu'on fait un depuis l'explosion des supernovas? C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de supernovas, il y a le zinc, l'or, nos cheveux, nos yeux, ma conscience, tout vient de là, si on peut dire. Comme dirait l'autre, on est des poussières d'étoiles. Du coup, la méditation, c'est un outil pour ressentir cet état d'unicité. Donc, la méditation est l'outil du yoga, mais pas le contraire. Nous, ce qu'on fait dans la classe, c'est pas du yoga. Les gens appellent ça yoga parce qu'on vit dans un monde de consommation. C'est pas négatif ce que je dis, mais un monde de business. Donc, il faut avoir des noms et des choses. Puis le problème, c'est que les gens qui sont les marchands, ils prennent pas le temps de s'instruire. Donc, ils prennent le nom, ils font du marketing et ils le vendent. Et pourquoi pas? Mais du coup, après, le problème, c'est que nous, on se retrouve à gérer. Et puis, presque au bout d'un moment, c'est les gens, les consommateurs, qui disent oui, mais c'est bien du yoga. On dit non, c'est de la gymnastique. Ils me disent, mais non, mais la gymnastique, c'est pas spirituel. Ils font, mais je fais, mais viens là, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je fais, chut, allez, tu vas comprendre avec le temps. Mais la grande chose, c'est le yoga. Et dedans, il y a la méditation, il y a la gymnastique yogique. Et pour qu'on définisse un petit peu, et ça va m'aider pour parler du rêve, la méditation, comment dire, elle peut être plein de choses, et des choses différentes, on le voit bien. Pour les uns, ça va être de la concentration. Ils vont se concentrer et ils veulent avoir de meilleures aptitudes. Ils veulent être mieux au travail. Ils veulent être des super-héros. Ils veulent contrôler. Contrôler le cœur, contrôler les yeux, contrôler les mains. Ils veulent tout contrôler. Peut-être même les gens, peut-être même eux-mêmes, j'en sais rien. Mais ils pensent en tout cas que c'est grâce à ça. Et pourquoi pas, c'est très bien. Donc méditation, ça peut être de la concentration, de l'attention. La méditation, ça peut être de la rêverie. Comme Jean-Jacques Rousseau, il disait dans les rêveries du promeneur solitaire, il disait peu importe que vous vous mettiez à rêver dans votre méditation, puisque la méditation peut devenir rêverie, et la rêverie, quelquefois, devient une méditation. Du coup, laissez-vous aller, comme quand on regarde les nuages quand on était gamin, on le fait moins quand on est grand, mais du coup, on crée une page blanche dans la tête et il y a des idées qui nous viennent toutes seules. La méditation, ça peut être donc de la réflexion aussi, la réflexion des philosophes.
Les présocratiques qui se posent la question de la constitution de notre monde, matériel visible et invisible. Ça peut être voilà, de la réflexion, se poser les questions du vivant, se poser la question de qui suis-je, de où allons-nous, d'où venons-nous. Ça peut être plein de choses. Maintenant, quel est le dénominateur commun entre tout ça? C'est le cerveau. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, parce que les uns vont dire, oui, mais moi, j'apprends comme ça. Oh, mais non, mais moi, mon école, c'est ceci. J'ai envie de leur dire, trouvez le dénominateur commun. Faites du yoga. Faites un. Trouvez toujours, allez straight to the point. Faites un. Et qu'est-ce que le 1 ici? Le dénominateur commun de tout ce qu'on appelle méditation, c'est l'activité consciente et inconsciente du cerveau. Le résultat visible et invisible de l'action du cerveau. C'est ça, donc il y a les gens qui rentrent dans le conscient et qui, eux, veulent être pleinement conscients. On a même inventé un trademark, c'est une marque, ça s'appelle la pleine conscience. Et ces gens-là défendent leur école comme, je ne sais pas, comme on a pu comme dans une religion, quoi. Et pourquoi pas, c'est très bien. Moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que je me dis, je n'ai pas envie d'être conscient de ma marche pendant que je marche. J'ai envie de laisser faire mon système parasympathique qui fait en sorte que mes réflexes, je leur fais confiance. J'ai envie de faire confiance par exemple, ces mains, tout ce que je vois ici, je le contrôle, c'est vrai, mais je ne l'ai pas construit. Je ne sais même pas d'où ça vient, je ne peux pas l'expliquer. C'est un miracle. Donc, du coup, moi, dans ma méditation, je suis plus tourné vers l'inconscient. Même les états modifiés de conscience, c'est plutôt mon école. Sauf que là, on est très peu, en fait, là-dedans. Parce qu'on prend un risque. Le risque de la folie, le risque de ceci, de cela. On se met dans des situations. Donc ça, il faut être initié pour ça. Ce n'est pas des choses, on ne va pas faire ça sur Internet. Sur Internet, on va plutôt faire des suggestions. Maintenant, quand je parle du rêve, la méditation et le rêve, en fait, c'est pour donner une image. Quelquefois, en fait, je vois des gens qui font justement, donc sur Internet, ils disent, je fais des méditations sur Internet. Et je leur dis, oui, mais non, ce sont des suggestions. Je lui dis, imagine que quand tu rêves, tu es quelqu'un derrière toi, et toi, tu t'es endormi, et la personne apparaît derrière, puis elle fait « Maintenant, tu rêves d'un lapin qui court. Ce lapin a des grandes dents, et tu te sens bien. Le lapin ne te fait pas peur. » Et là, à un moment donné, tu te réveilles, tu fais « Excusez-moi, oui, c'est juste, en fait, j'aimerais bien m'endormir et rêver par moi-même. » Et là, on le comprend. Le rêve, c'est pas, tu peux pas avoir un guide de rêve. Et le rêve, regardez bien comment, enfin quand je dis regardez, je ne vous vois pas, mais à tous les auditeurs et tout ça, si jamais. Et en fait, c'est, comment dire, le principe du rêve. Quand les gens vont s'endormir, déjà, on a tout le monde, peut-être pas quand on avait 20 ans, mais quand on commence à avoir 30, 40, puis 50 et ainsi de suite, on commence à acheter un matelas qui nous convient. Et puis, on fait attention à ce matelas. Au fur et à mesure, ça commence à compter. Puis même l'oreiller aussi, il compte. Ça devient même important, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on passe quand même un tiers de notre vie dans l'inconscient et dans le rêve et dans le repos. Et ce n'est pas du temps perdu, parce que quand on est mort, on ne dort pas. Ce n'est pas pareil. Quand les gens disent « Ah, ben oui, ben non, non, c'est pas pareil. » C'est pas pareil. Et donc, en fait, tout le monde comprend qu'on va s'allonger, on s'endort, et là, justement, on n'est pas encore endormi. Les pensées nous viennent et elles tournent en rond. Quelquefois même, on va les accrocher et on ne va pas s'endormir. Et on se dit, zut, j'ai loupé le coche. Mais on essaye, on se met là. Mais ça, ce moment-là, on ne l'appelle pas le rêve. C'est l'endormissement, où on n'est pas encore endormi. Du coup, nous, pour s'habituer dans la méditation, il va falloir faire la même phase, venir ici, s'asseoir, avoir pris des années, des heures d'entraînement pour que le corps soit ici installé. C'est pour ça qu'on fait la gymnastique. Par exemple, avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait? On se brosse les dents. Pourquoi? Parce qu'on a compris, par exemple, pour être un intellectuel ou même pour travailler, que l'on soit manuel ou intellectuel, si à 20 ans, tu te retrouves avec des abcès, je veux dire au Moyen-Âge ou même jusqu'au 16e peut-être, au 17e, on pouvait mourir d'un abcès. Du coup, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de travailler, ça t'empêche de jouir de ton corps et de ta tête. Donc, on a compris qu'une hygiène, c'est important.
Alors, on a compris que pour méditer, il fallait une hygiène physique. Donc, quand on a les bébés du yoga qui arrivent, qui ont découvert le yoga dans le bien-être et qui nous font « Oui, mais je trouve que physiquement, le physique, c'est plutôt matériel et pas spirituel. » Là, pareil, je leur dis « Viens là, c'est mignon. C'est trop mignon. Tu vois, prends le temps, assis-toi, prends un petit café, prends un petit thé. » Et donc, qu'est-ce que je disais déjà? T'inquiète, on est bien. On était dans le monde de rêve, dans le fait Oui, que la méditation n'est oui, voilà. pas nécessairement guidée par quelqu'un. Ouais. Et donc, du coup, on se brosse les dents. Donc, l'hygiène, c'est important. Donc, la pratique physique, en fait, la gymnastique, c'est quoi? C'est de l'hygiène, c'est de l'entraînement. Donc, il y a la gymnastique physique et la gymnastique mentale. Après, une fois que le corps peut tenir debout, on va s'entraîner à fixer son esprit, à ce qu'il ne bouge plus. Parce que là, la différence avec le rêve, c'est que nous, on doit accéder au même endroit. S'il y a des images et des scénarios qui viennent à moi pendant que je dors, est-ce que ce phénomène ne pourrait-il pas se produire quand je suis réveillé? Est-ce que je ne pourrais pas accéder à mon inconscient tout en restant conscient? C'est ça l'histoire. Donc on peut rester pendant longtemps sur la réflexion des philosophes, sur la rêverie, ainsi de suite, ainsi de suite, mais au bout d'un moment, on a l'expérience de l'inconscient, c'est-à-dire le rêve éveillé. Et voilà en fait ma relation. En fait, et le moment où le rêve intervient, après je termine là-dessus, le rêve vient à nous lorsque la nature est absolument certaine qu'on n'essaye plus de contrôler quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a eu la première phase, l'endormissement. On s'est endormi, les idées nous viennent, ça travaille, on ne se souvient jamais de quand et paf, on s'endort. Quand on s'endort, il y a aussi une chose importante, les gens quelquefois méditent et on voit qu'ils contrôlent leur visage. C'est vrai, avant que je m'endorme, quand on est ici et si je m'endors dans un endroit où les gens sont autour, les gens quelquefois vont dire « Ah, tu as l'air d'un ange quand tu dors ». Sauf que quand je m'endors pour de vrai, le filet de bave et tout ça et tout, et là on ne ressemble plus à un ange. C'est pareil dans la méditation. Quand on passe de l'autre côté et on le voit quand quelqu'un est passé de l'autre côté. Il n'est plus vraiment là, il ne nous entend plus. On dit oui, mais ce n'est pas possible. Si, pratyahara, le retrait des sens. Donc c'est possible physiquement sans passer par la case dodo. Et ensuite, le rêve vient à nous quand la nature est absolument certaine qu'on a lâché le volant, qu'on a tout lâché. Et ouais, voilà un peu mon image, quoi. Ouais. Mais c'est absolument génial. Et moi, je t'écoute et j'ai des images qui défilent, tu vois. J'ai des images de nous au fin fond de la Mongolie. J'ai des images de nous dans un chalet dans les Alpes. J'ai des images de nous dans des endroits assez bizarres où on arrive à cette étape-là de méditation qui n'est pas du tout forcée, qui s'installe sans même en prendre conscience du fait qu'elle s'est installée, comme tu dis. Et en même temps, je travaille avec beaucoup de gens qui me disent, mais tu sais, la méditation, tout ce que tu me dis, ça a l'air super, mais moi, chaque fois que j'essaie, enfin, j'y arrive pas du tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? C'est quoi la pratique ou la modalité, on va dire, la plus simple pour qu'eux, ils s'adaptent petit à petit vers ça? La plus simple, ne rien faire. On vous a éduqué à faire en permanence et surtout à bien faire. Moi, mon père, il me disait, t'es un bon à rien, souvent. Et aujourd'hui, je lui dis, t'as vu, j'ai fait carrière. C'est-à-dire, je lui dis, j'excelle en la matière. Je suis un bon à rien, mais je suis vraiment bon à rien, mais vraiment. Et quand vous faites vraiment plus rien, par exemple, je me suis jamais ennuyé. Et en réalité, je fais plein de choses en réalité. Je fais de la musique, j'apprends. C'est-à-dire qu'il y a une page libre qui s'est installée dans la tête. Pourquoi est-ce qu'on y arrivait enfant et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive plus adulte? Parce qu'on vous a brimé là-dessus. On passe notre temps à dire que justement, c'est pour les enfants. On se souvient même quand j'étais enfant, je regardais les nuages. Pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas s'abandonner et regarder le ciel en pensant à rien? C'est qu'au début même, ça risque même de nous angoisser. On a l'impression de perdre notre temps, qu'on n'est pas en train de se réaliser, qu'on va passer à côté de quelque chose et que le plus important avant de mourir, c'est de réaliser des choses. C'est comme, par exemple, comment dire, l'univers est constitué beaucoup plus de rien que de tout. Il y a beaucoup plus de rien que de matière. Nous-mêmes, on est beaucoup plus constitués d'ignorance que de savoir. Alors on devrait, si on devait parler de nous,
On devrait plus s'identifier à la part ignorante qui est en nous plutôt qu'à la partie de savoir qui, au bout du compte, est minuscule en réalité. Donc, je veux dire, mais ça, je sais que là, c'est facile à dire comme ça facilement, mais c'est quelque chose qui prend des années à comprendre dans sa chair. Je ne parle pas intellectuellement. Intellectuellement, on peut tout comprendre très vite. C'est le problème des gens aussi qui écrivent des livres ou sur plein de choses, c'est que quelquefois, ils ont des idées intellectuelles, sauf que tout le monde a déjà fait des travaux ou des choses comme ça. Sur un plan, ça s'est fait en 5 minutes. Pour le réaliser, il faut des années quelquefois, et il y a tout le temps du retard et tout le temps des imprévus. Donc voilà. Voilà. Donc, en tout cas, ne rien faire. Ne rien faire, mais le faire bien. Et comment on arrive justement à cette pratique-là? Parce que ce que tu dis, en effet, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps quand on se rappelle qu'il faut être présent, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est un peu l'illusion de ce temps qui passe vite, où on doit faire beaucoup de choses. Et by the way, on m'a dit aussi de méditer. Et by the way, il faut que je m'arrête 2 minutes pour me mettre en silence, etc. Et évidemment que quand on le fait comme ça, parce qu'il le faut, la pratique, enfin, il n'y a pas de pratique en fait, il y a juste, je m'impose à moi-même, là maintenant tout de suite, il faut que ça soit comme ça, parce que j'ai décidé, parce que c'est dans mon agenda. Euh, Qu'est-ce qui fait, comment on peut leur donner goût, si tu veux, à une pratique hebdomadaire ou journalière ou quelque chose qui les aide un peu à aller vers… Alors là, après, il y a quelque chose aussi, je pense, de l'investissement. Là, par contre, ça, je pense que c'est important d'entendre ça. C'est-à-dire, je connais plein de gens, ils ont envie d'apprendre la guitare, mais il faut commencer. Et le problème, c'est qu'au début, tu n'y arrives pas, ça ne sonne pas. Donc, tu vas passer 2 mois sans faire de vrais morceaux. Il y a un moment donné, il faut l'accepter. Tu ne peux pas apprendre. C'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps. On a des activités régulières par rapport à un travail. On travaille quelquefois pour un grand nom ou quelque chose. Et puis, mais qu'est-ce qu'on construit dans notre chair, dans notre corps? Et ça prend du temps. Il vous a fallu combien de temps pour apprendre à marcher? Du coup, je dirais qu'en fait, la meilleure chose à faire, c'est au début de pratiquer, 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 même si on ne comprend pas. La compréhension, elle viendra plus tard. C'est comme, il faut s'amuser comme quand on était enfant, par exemple. On a bien fait du vélo avec les roulettes, avec papa, maman qui court derrière et qui un jour les enlève ou nous lâche, tu vois. Mais on s'est amusé, on s'est amusé, on s'est amusé, on s'est amusé. Là, moi, en ce moment, j'apprends des gammes à la guitare. Oh, je suis nul. J'apprends les trucs et tout. Je me muscle les doigts sur certaines choses. Enfin, voilà. Mais moi, ça m'amuse. Et je sais que dans un an, je vais être au taquet. Mais je sais que quand j'étais petit, j'avais ça. Par exemple, j'avais un copain dans l'endroit où je vivais, un voisin qui, lui, faisait super bien du roller. Moi, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'arrivais et du coup, je me suis entraîné tous les jours dans mon garage pour pas que les autres me voient tomber. Et je suis sorti que 6, 8 mois plus tard, le jour où j'étais super sur mes rollers. Mais je me suis entraîné tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, j'ai envie de dire une chose, c'est pas important de pratiquer et d'y arriver ou pas. Ce qui va être important, c'est de se présenter tous les jours devant la porte sans rien demander et pas demander qu'elle soit ouverte et qu'on nous serve le petit déjeuner avec le café et le jus d'orange. On ne demande rien. L'image que j'utilise là, c'est celle des surfeurs, des surfeuses. On va devant la plage, on arrive avec sa planche, on s'est levé à 7 heures du mat ou peu importe, on n'est pas obligé, on va à l'heure qu'on veut, mais souvent c'est là où la mer est quand même le mieux. On y va avec sa planche et puis là on arrive, on est posé dessus, sur la plage, on regarde la mer, sauf que là ce jour-là la mer est démontée. Tu ne peux pas aller faire du surf. Tu es arrivé aujourd'hui, tu voulais méditer, mais ton cerveau, il bouge dans tous les sens et blablabla, je pense à ça, je pense à ça. C'est pas grave, t'essayes. La mer est démontée, c'est pas grave, tu vas. Le lendemain, tu reviens. Alors là, par contre, la mer est lisse, il se passe rien. Mais elle est calme, mais tu peux pas surfer non plus dessus, il n'y a pas de vagues, tu peux pas jouer. Mais bon, c'est pas grave, tu restes et t'explores le rien calme, platonique, ennuyant, chiant. Tu le fais à fond. Le troisième jour, tu reviens, les conditions sont idéales, le vent, tout. Et là, ça se passe. Parce que ça ne dépend pas que de tes propres conditions. C'est à force de se présenter devant que tu vas. Il y a quelque chose qui va se dessiner dans le temps. Mais à chaque fois que tu vas y aller, ce ne sera jamais vraiment la même chose. C'est comme pour tous les gens qui vivent en face de l'océan ou de grands décors.
c'est tous les jours le même décor, mais ils te diront, ici, c'est jamais pareil. Oui, c'est vrai. Et je pense que ce que les gens entendent aussi derrière tout ça, c'est la discipline. Et tu es quelqu'un de particulièrement discipliné pour les gens qui te voient comme ça, tu as l'air un peu nonchalant et tout, mais c'est une vraie discipline, c'est un vrai travail de tous les jours, et c'est une vraie volonté d'y arriver. En anglais, on parle du commitment, de l'engagement qu'on a vis-à-vis de quelque chose qui nous est important. Et c'est à chacun d'entre nous de trouver si cela est important pour nous ou pas. Et après, il y a une chose, je pense, qui est pour moi la plus importante, c'est d'avoir confiance en soi, d'accepter d'être ignorant et de comprendre que le temps parle. Il n'y a que lui qui nous parle, vraiment. Donc du coup, et la confiance en soi, comment dire, ouais, je dis toujours dans mes cours, j'ai toujours cette image. À un moment donné, quand on arrive à la méditation pour se placer, je dis mettez la main sur la tête, puis grandissez, poussez la main vers le ciel. Du coup, la cage thoracique va grandir. Et à chaque fois, j'utilise cette phrase, je dis restez ici, ni trop humble, ni trop fier. Le buste est fier et la tête est humble. Et ne laissez jamais personne casser ceci. Genre, tu es ceci, tu es cela. Le pire, c'est si vous êtes prof de yoga, tous les gens qui veulent vous attaquer ils vont toujours commencer une phrase en disant oui, mais ça, c'est ton ego. Et à chaque fois, je leur dis, mais comment ça se fait que vous, les gens du bien-être, votre seul souci sur Terre, c'est de tuer quelqu'un et de tuer votre ego. C'est-à-dire, moi, je suis allé le voir, je me suis fait copain avec, directement. Je me suis dit, c'est le premier truc à faire. Il est tellement puissant, cet ego. Il est en nous, il gère tout depuis tout le temps. Et nous, on s'est réveillés il y a 5 jours en lisant un article dans Marie-Claire sur la conscience. Et j'ai rien contre Marie-Claire. Mais ce que je veux dire, c'est que on regarde un article, on prend conscience et tout de suite, on a un langage, un champ lexical et on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et j'ai envie de dire, mais imagine, on se réveille comme ça et tu vois, moi je me suis dit, tiens, je vais aller dans la salle des machines. Puis j'ai trouvé mon ego qui était là en train de tourner des grosses machines à vapeur là, du début de l'ère industrielle. Puis je fais, excusez-moi, excusez-moi, oui. Et là, il y a l'ego qui se retourne, qui fait, et qu'est-ce que vous voulez? Je fais, excusez-moi, non, je voulais juste savoir, c'est vous qui avez fait tout ça, parce que dis donc, magnifique. Donc, comme c'est l'ego, faut le soigner Oui. un petit peu quand même. Donc, il nous regarde comme ça en disant, genre, bon, qu'est-ce que tu veux? Je dis, excusez-moi, je voulais pas vous déranger, mais c'est juste que je viens d'arriver et en fait, enchanté, je suis le propriétaire à bord. Et là, tout de suite, on va le voir qui est du genre, oula, mais je sais ce que tu vas vouloir faire, tu vas vouloir me tuer, m'annuler complètement. Et là, je fais, non, 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 restez là, je vois le travail que vous faites depuis toujours. Est-ce que vous voulez bien rester, s'il vous plaît, et être un directeur de la boîte? Enfin, je veux dire, vous gérez le truc. Mais par contre, voilà, moi, je suis, bon, Mika, enchanté, je suis le directeur artistique. Je suis le capitaine. Mais je vous laisse gérer là, les machines et tout ça et tout, c'est merveilleux. Faisons un bon travail tous les deux. Et je vous jure que vous n'aurez pas besoin de le tuer, cet ego. C'est comme il faut être un vrai narcisse. Il faut être vraiment narcissique, mais dans le sens philosophique du terme. Il faut pas. Les profanes vont se regarder dans le miroir et ils verront que leur reflet. Mais dans l'initiation, le reflet, on va le dépasser et on va se rendre compte qu'en fait, on est un mystère à nous-mêmes. Et qu'en fait, on va pouvoir rentrer dans le cadeau qui nous a été fait. Sa propre conscience, son inconscient, son corps, ses mains. C'est un cadeau qu'on vous a fait. Et le rapport, que vous l'appelez Dieu, déesse, grand esprit, hasard, j'en sais rien du tout, ce rapport-là, c'est un rapport intime. D'ailleurs, chez les Juifs, quand on dit, quand on parle de Dieu, on dit Abba. Ça veut dire papa. C'est pas mon père, c'est pas notre père, quelque chose de... Non, c'est Abba, comme mon papa. C'est un rapport intime. Tu nous fais voyager. J'étais en train de regarder. Il y a beaucoup d'images. C'est ça que j'aime avec toi. Parce qu'aujourd'hui, bon, il se trouve qu'on est en confinement. On est tous chez soi. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Tu fais des voyages magnifiques. Enfin, on en a parlé de certains qu'on a fait ensemble. Et je sais que tu en fais plein. Et peut-être un autre jour, on parlera de comment tu choisis tous ces endroits absolument incroyables que personne ne connaît d'ailleurs, que parfois tu choisis de nous les faire découvrir une poignée d'entre nous.
et peut-être les gens vont vouloir savoir un peu plus sur ça. Mais parce qu'on est dans cette situation-là où physiquement on ne peut pas voyager, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Comment utiliser ce temps-là pour continuer à voyager malgré tout? Ah bah après, je pense que voilà, si on a la chance d'être quelqu'un qui aime lire, et que si c'est fluide pour vous, si c'est facile de lire, la lecture, c'est quand même, c'est beaucoup plus fort même que le cinéma, parce que c'est quand vous fermez les yeux, vous avez construit les paysages vous-même. Vous n'avez pas des pinceaux ni de feuilles, mais il y a quelque chose de physique, quoi, vraiment. C'est-à-dire au point de vue de la structure du cerveau, comment ça se met en place. La lecture, je pense, c'est vraiment, là pour le coup, c'est l'art de la suggestion. Et il y en a qui sont des très grands, c'est des peintres de l'imaginaire. Il y a, comment il s'appelait, Susskind, qui avait fait le parfum. Mhm. Tous les gens qui l'ont lu vont dire, mais c'est dingue, la façon dont il décrit les choses, on a les odeurs qui nous viennent. Donc si vous avez la chance d'aimer lire et d'avoir été touché par ce virus, si je puis dire, vous êtes là, vous avez une grâce avec vous quand même. Ça, il faut le savoir. Il y a plein de gens qui ne touchent pas à cet art-là. Moi, il y en a un autre qui me touche énormément, c'est la musique. Tu vois, ce matin, je devais donner un cours, mais j'ai eu la mauvaise idée hier soir de commencer à écouter des morceaux que j'ai trouvés géniaux. J'ai continué jusqu'à 6 heures du matin et j'ai voyagé jusqu'à 6 heures du matin. Et à la fin, vers 4h30 du matin, j'ai l'heure où il y avait une méditation, d'ailleurs, où tout le monde était invité dessus, tout ça. J'ai fermé, mais parce qu'il y avait des voisins qui se réveillaient et je dansais comme un fou. Voilà. Donc, non, la musique, c'est aussi un voyage magnifique. Voilà. Après, oui, il y a le voyage. Alors ça, après, voilà, s'asseoir, ne rien faire. Là, pour quelqu'un qui s'est habitué, qui a déjà fait de la gymnastique physique, ça va être facile. À un débutant, je ne vais pas lui dire de faire ça, de s'asseoir, ça ne sert à rien. Il va se mettre là, il va avoir mal au dos, sa tête est déjà en train de se dire qu'est-ce que je fais là ou ceci, cela. Et ça ne sert à rien, quoi. Alors, il dire viens là, viens, on va se raconter des blagues, on va rigoler, quoi. Ça va le faire. Et non, mais alors après aussi, une autre chose, j'ai envie de leur dire, là pour le moment, il y a un truc qui est agréable, c'est le fait que justement, personne ne voyage, quoi. Mhm. Donc là, pour le moment, le confinement, alors je sais que ça peut paraître long pour beaucoup de gens, mais ah, il y a quelqu'un qui essaie de me parler. Mais oui, j'ai un voisin qui est handicapé, qui est adorable et tout ça, mais voilà, je crois que comme il m'entendait parler, il essayait de communiquer. Ben, on va lui passer un petit bisou au voisin. Ouais, ouais, bon, il est toujours un peu tout nu et tout ça, donc On le filme pas, ça va. on ne filme pas. Mais coucou, il est adorable, un jeune autiste. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, en fait, voilà, par rapport au voyage, je pense que là, quand même, on peut réaliser que c'est l'une des premières fois où on est dans un monde commercial, un monde où l'économie est plus important que l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie, qu'on considère comme environnement. Et là, pour une fois, c'est à l'arrêt, en tout cas dans les pays dits développés. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Après, d'en prendre conscience, c'est une chose. Après, si jamais chaque personne est… Voilà, il faut que le confinement soit agréable aussi. Après, je ne connais pas les conditions des uns et des autres. C'est sûr que si vous êtes dans 4 mètres carrés à 4, avec deux personnes que vous détestez depuis la nuit des temps, alors je vous dirais que c'est peut-être le moment de s'entendre. Ou sinon, il y aura un dénouement qui va arriver très rapidement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je souhaite le meilleur aux uns et aux autres. Et là, je me garderai bien de donner des conseils aux uns et aux autres parce que personne ne sait comment ils réagiraient dans telle ou telle condition. Mais je pense que là, une chose qui est bien, c'est qu'on ne voyage pas, justement. Et qu'on a le temps de la réflexion. Et ce qui est génial, c'est que même si vous restez là à tourner des choses dans votre tête, d'habitude, quand on est dans notre vie de tous les jours, on réagit tout de suite, on appelle la personne avec qui on a envie d'être en colère ou tout ça et tout. Là, ce qui est génial, c'est que comme on n'a pas d'activité, vous avez le temps de reposer votre tête, de réfléchir, en fait, de tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et d'éviter la culture du tweet. Mhm. Vous voyez ce que… Voilà. Du coup, c'est ce qui, moi, m'intéresse là, dans le moment là. C'est-à-dire que pour une fois, tout le monde est en train de méditer. C'est-à-dire que qu'on le fasse suivant l'école bouddhiste, l'école religieuse d'ici ou là, l'école laïque, l'école, tout le monde est connecté à son cerveau en ce moment et tout le monde est en train soit de ruminer, soit ceci, soit cela, mais en tout cas, il y a une réflexion qui va venir de ça et surtout une conclusion et une application.
On verra quoi, on verra comment, on verra quand. Donc Et ça, ben voilà. On va s'arrêter là sur ces belles paroles parce que ça nous aide tous. Enfin, j'avais presque envie de terminer en musique. Je ne sais pas si tu as quelque chose à côté qui peut nous permettre de vite faire fait, cela. qu'est-ce que je peux faire, hein? Je sais pas. Bon, alors, elle n'est pas bien accordée, celle-là, c'est une très vieille guitare. C'est pas grave, on est entre nous. Merci, 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 merci. Et bien évidemment, on va mettre toutes tes coordonnées, tous tes social networks, tous tes Facebook, tout ça en bas de cette vidéo. Et ben, je te dis à très bientôt parce qu'on a encore, moi j'ai encore plein de questions à te poser, des choses à partager avec toi. Merci pour cette belle, oui, cette belle après-midi, enfin un dimanche pas comme les autres. Hein. Merci Raluca, tu vois, là, il y a le soleil, On a de la chance. je vais rester un petit peu avec. Merci beaucoup. Gros bisous, ciao, Bisous, ciao. bisous, bisous.